Nous sommes dimanche 1er juin. Merci d'être avec nous pour un point de l'actualité dont en voici le sommaire. Lancement hier par le Premier ministre Birji Rafini des travaux de Dosso Soga, la ville hôte de la fête tournante du 18 décembre 2014. Nous y étions hier et nous y retournons ce soir pour plus de détails. Avec retard mais sans manquer de fermeté, la Maison de la Presse réagit aux propos du ministre de l'Intérieur qui s'est autorisé l'indexation de certains médias. La Maison de la Presse s'en est indignée, vous l'entendrez dans ce journal. Et après le sommaire, les détails, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Hier, à Dosso-Dije, le Premier ministre, chef du gouvernement, Birji Rafini, présidait le lancement des travaux de Dosso Soga. La ville accueille la fête tournante du 18 décembre 2014 et le moment est venu de faire sa toilette à travers un immense chantier de construction et de rénovation. Nous l'évoquions hier et nous nous y attarderons ce soir pour plus de détails avec nos envoyés spéciaux Adamou Soumana et Sadou Doumi. Cette grandiose cérémonie marque le lancement officiel des travaux de Dosso Soga, une promesse du président de la République, Issoufou Mahamadou, de transformer la cité de Koyi en une ville ultra-moderne qui abritera la commémoration de la fête de la République édition 2014. Les autorités administratives et politiques de la région se sont réjouies du choix apporté sur leur localité et surtout des infrastructures dont elles bénéficient à cette occasion grâce à la volonté politique affichée des autorités de la 7e République. Pour sa part, le président du comité d'organisation de Dosso Soga, Albade Abouba, n'a pas manqué d'exhorter les uns et les autres à s'impliquer davantage dans la réalisation de cet important projet, si cher au président de la République. Avec la réalisation des infrastructures de Dosso Soga, c'est un autre grand chantier du gouvernement qui voit le jour. C'est à n'en point douter un signal fort qui matérialise la réelle volonté d'une recherche permanente de résultats concrets par et pour les Nigériens. En effet, le renforcement des capacités par la réalisation de ces nombreuses infrastructures constitue en soi un vecteur de relance de l'économie locale et nationale, un véritable facteur de développement structurel et durable. Quant au Premier ministre Birji Rafini, il a souligné la vision du gouvernement de la 7e République à travers ce projet pour la cité de Jamakoy. Nous voulons à travers Dosso Soga, en particulier, rétablir cette justice. Faire de Dosso une véritable destination et non plus ce village où on est de passage. On vient de Niamey, on est de passage. On vient de l'intérieur de Niamey, on est de passage. Il faut que Dosso soit cette grande ville, une grande ville moderne où il fait bon vivre. Il faut que Dosso soit une véritable capitale régionale, à l'instar de Niamey, à l'instar des autres villes. Évidemment, Niamey, en plus d'être capitale régionale, elle est capitale nationale. Mais nous voulons que toutes nos capitales régionales aient un standard pour donner du Niger une véritable image de modernité et de développement. Pour joindre l'utile à l'agréable, le Premier ministre et sa délégation ont effectué une série de visites qui les a conduits à la centrale Nigélec de Dosso, le camp militaire de Agali et le chantier de construction de la route Dosso-Bela-Gaya, qui est de nos jours à 61% de taux d'exécution. La sortie médiatique et hasardeuse du ministre de l'Intérieur, on s'en souvient, qui s'est fait le loisir d'indexer certains médias, continue de susciter des réactions. La dernière en date est celle de la Maison de la Presse, qui est outrée, indignée par la maladresse et l'amateurisme politique de tels propos. Écoutons cette déclaration. M. Assimi Massaoudou a pris un malin plaisir à s'attaquer à certains organes de presse privés en les taxant d'être au service exclusif de certains partis de l'opposition sans en apporter les preuves. Et pourtant, le ministre a caché honteusement dans sa classification manichéenne les manœuvres du pouvoir à recruter dans la presse
des troupes ferraires. Pire, le ministre de l'Intérieur, qui pense que les journalistes nigériens jouissent d'une immunité absolue, n'a pas caché ses velléités autocratiques de remise en cause des textes garantissant la liberté de la presse au Niger. J'ai l'impression que les dirigeants de presse ont une immunité absolue. Je pense que c'est une anomalie. Dans aucun pays du monde, un citoyen n'a une immunité absolue. Nous allons y mettre fin du point de vue de la loi, lançait-il avec une suffisance arrogante. Pour les organisations membres de la Maison de la Presse, ces propos du ministre de l'Intérieur montrent clairement le mépris qu'il a pour la presse libre et indépendante. En plus, cet apparatchik du régime de la 7e République semble être amnésique des nobles services rendus par la presse indépendante à la démocratie nigérienne au point de qualifier certains confrères de putschistes. Après ces déclarations tapageuses et va-t-en-guerre du ministre de l'Intérieur contre la presse indépendante, les organisations socio-professionnelles des médias nigériens, réunies en Assemblée générale extraordinaire, condamnent et s'insurgent contre toute tentative de remise en cause de la liberté de presse et d'expression consacrée par la Constitution et les instruments juridiques internationaux ratifiés par le Niger et acquis de haute lutte par les organisations des médias. Demande au Conseil supérieur de la communication, au gouvernement et au président de la République de rappeler à l'ordre le ministre de l'Intérieur afin d'éviter au Niger d'autres dérives autoritaires. Appelle les journalistes au respect de la confraternité, à faire preuve de plus de responsabilité et de professionnalisme dans l'exercice de leur métier. Lance un appel à tous les journalistes et à toutes les organisations socio-professionnelles à resserrer les rangs et à se mobiliser pour défendre les acquis arrachés de haute lutte. On ne peut mieux dire. Dans la sphère politique toujours, revoyons cette conférence de presse du président du PNA, Nalouma, Sanoussi Tambari Jakou. Dans l'extrait qui va suivre, nous vous proposons sa réaction sur la tentative d'empoisonnement du président de l'Assemblée nationale révélée dans le journal Le Courrier. Nous l'écoutons. Vraiment, je suis sidéré. Je suis complètement sidéré. Je suis atterré et j'ai manqué de suffoquer quand j'ai lu ce passage d'un journal de la place, hebdomadaire d'information et de réflexion, numéro 314 du 28 mai 2014, le numéro du courrier dans lequel Hama Amadou a donné une interview. Avant que je ne lise ce journal, que j'ai acheté le matin de sa sortie, il était sur mon bureau. Comme toujours, j'achète tous les journaux. Et avant que je les lise, il y avait au moins 10 personnes qui sont venues me voir pour me dire, mais dis donc, est-ce que tu sais ce qui se passe? J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? On me dit, tu as lu le courrier? J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? On dit, Ham a dit qu'il a failli être victime d'un empoisonnement. J'ai dit, subhanallah, un empoisonnement. Nous sommes arrivés à ce niveau, nous les Nigériens. J'ai dit, mais qui t'a dit ça? Il me dit, mais ça y est là dans le journal. Et j'ai fouillé dans le journal que j'ai acheté, j'ai retrouvé donc ce numéro, je l'ai pris, je l'ai lu. C'est très inquiétant. C'est là une révélation extrêmement grave. Cela peut nous amener à congédier tous nos personnels. Si ils sont capables de faire ce que Hama dit là. Maintenant ça, puisque c'est dit, puisque c'est sorti de la bouche de Hama, que ça soit vrai ou faux, ça là, ça doit aller directement en justice. Ça là, ça doit aller directement en justice. Mais pourquoi Hama, et je n'ai pas de leçon à lui donner, pourquoi, comme il dit là, je dis haut et fort que nous avons tous les éléments qui prouvent qu'il en est ainsi. Puisqu'il a tous les éléments qui prouvent qu'il en est ainsi, mais nous sommes tous solidaires de lui, qu'il aille à la justice, mon Dieu. Qu'il aille à la justice. Et qu'il produise ses témoins. Et que ces témoins fassent leur témoignage, qu'ils donnent les preuves et qu'ils montrent tous les éléments, qu'ils montrent tous les effets qu'on leur a remis pour pouvoir réaliser cet assassinat. Mais une telle chose,
on ne la dit pas comme ça, et puis on passe. C'est très dangereux. Que ce soit l'accusateur Hama, que ce soit les accusés éventuels, que ce soit les procureurs, mais en tout cas, quelqu'un doit porter plainte. Je ne défends pas Hama, je ne l'attaque pas, je ne défends personne et je n'attaque personne, mais il y a un fait qui est là. S'il y a ça, quelqu'un chez lui, il constate ou il apprend que du personnel domestique de chez lui a été tenté par des gens qui sont venus proposer 40 millions pour réaliser une basse besoin telle que celle-là, il ne doit pas laisser ça par devers lui. Il doit porter ça au niveau de toute la société, comme il l'a fait dans le journal, mais porter ça au niveau de la justice. Écoutez, moi en tant que citoyen nigérien, et je crois que vous aussi en tant que citoyen nigérien, vous devez vouloir voir cette affaire épluchée. Le groupement Niala, avec le soutien du club des jeunes de Goudel, a passé son énième dimanche de salubrité au cimetière de Goudel. Nos reporters Ibrahim Tikire et Sadou Doumi étaient sur place et témoignent de cette œuvre utile. L'islam recommande aux musulmans de visiter les cimetières car cette visite renforce la foi en Dieu. En ce dimanche 1er juin, les membres du groupement Niala et du club des jeunes de Goudel munis de râteaux, pelles, brouillettes ont assaini les locaux du cimetière de Goudel. 3 mois de cela, notre groupement a tenu des séances de salubrité dans certaines localités, notamment le quartier Ntalaba, la grande mosquée du 1er arrondissement. Et une fois de plus, nous avons réorganisé une journée de salubrité dans le cimetière de Goudel. Donc nos séances de salubrité que nous faisons à chaque fin des mois, c'est une façon de sensibiliser la population afin qu'ils prennent conscience de ce phénomène-là. Comme vous le savez, nous sommes rentrés dans une saison très critique, la saison pluvieuse. Donc la population doit de temps en temps rendre propre leurs maisons et leurs quartiers. Donc d'éviter aussi de verser les eaux usées s'il y a des caniveaux. Donc cela va nous permettre d'éviter certaines maladies. Nous pourrons dire seulement que nous remercions la mairie qui nous ont prêté leur matériel et aussi les jeunes du quartier Goudel qui nous ont appuyés, qui nous ont accompagnés à travers cette séance de salubrité. Voilà. Nous avons lancé 2 séries d'activités que très prochainement, Inch'Allah, avant le mois de Carême, on va essayer de les activer, Inch'Allah. Cette initiative en faveur de nos chers disparus doit être permanente dans tous les cimetières, surtout avec l'installation de l'hivernage. Poursuivons ce journal avec le phénomène Wahaya, où la 5e épouse, l'épouse esclave, pardonnez-moi le mot, à Dogerawa, dans le département de Konni, et dont nous avons fait écho il y a peu. Souvenez-vous, le jugement est une première au Niger et justice a été faite en condamnant l'époux coupable à 4 ans de prison et 500 000 francs CFA d'amende. Réécoutons le secrétaire général de l'association Timidria nous raconter l'horreur. C'était une affaire qui datait depuis 2008. Donc elle-même, ayant été vendue par le maître de sa mère à l'âge de 8 ans, donc elle a été vendue à M. Djadi, qui l'a acheté à la somme de 200 000 francs. Elle avait 8 ans. Donc, vous voyez ce que ça fait. Elle a quitté sa famille d'origine pour aller dans une autre nouvelle famille. Il s'est trouvé Djadi à l'époque avec 4 femmes. Donc, il l'a amené chez sa grande femme. Il l'a laissé là-bas. Donc, c'est elle qui faisait tous les travaux domestiques. Et après, maintenant, il l'a mariée. Bon, il l'a prise comme Wahaya. En 2010, quand même, M. Djadi a été mis aux arrêts au niveau de la prison de Konni, sans jugement. Et quand même, on était trop fiers de cet acte inoubliable pour nous et historique, car c'est pour la première fois où quand même on a vu un crime d'esclavage quand même puni par les juridictions de ces pays. Et ça veut dire que c'est une très grande avancée
pour nous et je pense que désormais les choses vont aller bien. Donc le jugement en fait est intervenu le 26 et les délibérés c'est les mêmes 26 aux environs de 19h. Donc il a été condamné à 4 années d'emprisonnement ferme plus une amende de 500 000 francs CFA. Vous savez, son maître là, Malan Djadi, Elhadji Djadi là, en 2013, il était en prison, fin 2013, donc il a envoyé des gens pour que Ramatou soit sa femme, il l'a marié. Bon, il l'a marié en 2013, il était en prison, et jusqu'à présent il est en prison, il n'a pas quitté, donc on ne sait pas, il l'a marié pour qu'il sorte de cette prison, ou bien il y a quelque chose, c'est-à-dire tout ça c'est des aspects maintenant qu'on va essayer d'enquêter là-dessus pour voir réellement c'est quoi. Et déjà, il a pu divorcer avec 2 de ses femmes. Et il a gardé Ramatou. Et il y a une autre Wahaya Aminatou qui est avec lui, ils sont actuellement à Dograwa. Donc il a divorcé avec ses 2 premières femmes. Il a gardé maintenant les 4, y compris Ramatou et Aminatou. Bon, on ne sait pas maintenant, on attend sa libération. Maintenant, on va voir réellement si c'est un mariage en tant que tel ou pas. Et en tout cas, actuellement, Ramatou est chez lui. Le tabac, un fléau, un désastre planétaire avec 6 millions de morts chaque année. À l'occasion de la journée internationale sans tabac célébrée le vendredi 31 mai dernier, une énième solution a été émise pour endiguer le mal en augmentant les taxes. En partie magazine de ce journal, nous vous proposons de suivre un film intitulé « Consommation du tabac par le jeune, un mal social ». Bonne réception et excellente suite de programme en notre compagnie. Au revoir. Le tabac se définit comme étant une plante dont la principale espèce a de larges feuilles contenant de la nicotine. La nicotine étant classée parmi les drogues, l'Organisation mondiale de la santé définit le tabagisme comme étant une intoxication périodique ou chronique de l'organisme à travers ces substances très nuisibles à l'organisme. Au Niger, le tabac se vend principalement sous forme de cigarettes contenant des produits toxiques tels que la nicotine et le goudron. Sur les différents marchés, on en trouve toutes les marques, parmi lesquelles les plus consommées sont Fine, Craven et King Size ou Rothmans, ce qui fait de plus en plus de cette activité un créneau porteur. Par jour, je vends plusieurs cartouches car tout le monde est intéressé. En tout cas, moi j'ai beaucoup gagné dans la vente de la cigarette. Selon des sources de l'OMS, le nombre de fumeurs ne fait qu'augmenter de par le monde. Le Niger, pays en voie de développement, n'est pas à l'abri de ce fléau. En effet, il a une population relativement jeune dans sa majorité qui n'est malheureusement pas à l'abri du tabac. Devant ce danger omniprésent qui guette les citoyens, des acteurs de lutte contre le tabagisme comme SOS Tabagisme Niger ont très vite tiré la sonnette d'alarme. L'État du Niger a aussitôt pris conscience de la nécessité de revoir la réglementation de la vente du tabac au Niger. Le Niger a adopté, à la suite donc de la Convention cadre pour la lutte anti-tabac, une loi anti-tabac, n'est-ce pas, donc le 15 mai 2006. Donc cette loi a été votée à l'unanimité, n'est-ce pas, donc au niveau donc du Parlement. Cette loi, elle stipule clairement, effectivement, l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Ça, c'est en son article 12. Donc cette loi également, elle requiert la position d'avertissement sanitaire graphique sur les paquets, n'est-ce pas, donc de cigarettes. Cette loi, elle interdit la publicité directe comme indirecte du tabac.
Malgré toute cette synergie d'efforts, beaucoup reste à faire car les kiosques de vente de cigarettes ne font que se multiplier, conséquence d'une forte demande. Aujourd'hui, s'il faut tirer un bilan, c'est qu'on dirait que le bilan est mitigé. Le bilan est mitigé parce que malheureusement, aujourd'hui encore, on fume dans les lieux publics, donc dans les ministères, dans les gouvernorats, dans les préfectures, dans les mairies, qui sont quand même les services publics constitués de l'État. La jeunesse doit être épargnée, la jeunesse doit être préservée, n'est-ce pas, donc du tabac, parce que la jeunesse est le fer de lance, n'est-ce pas, donc du développement d'un pays. Il faudrait créer les conditions pour que les jeunes ne puissent pas avoir accès au tabac. Il faudrait que les prix des cigarettes soient majorés afin que tous ceux qui payent à leur guise le tabac ne puissent pas le faire. Ou alors, ceux qui vont pouvoir le faire, ils vont hésiter ou ils vont réduire leur consommation. Pourtant, les dégâts que causent ces cigarettes deviennent de plus en plus inquiétants. En effet, les investigations ont permis de se rendre compte que la cigarette est à la base de plusieurs incendies. Aussi, certains scientifiques diront que ces débris contribuent à la destruction de l'environnement. Pire encore, sur le plan sanitaire, les nuisances du tabac détruisent aussi bien les fumeurs que les non-fumeurs, avec comme conséquence des pathologies comme des problèmes respiratoires et digestifs, des cancers de poumons pour ne citer que cela. Parce que, imaginez, la première des choses, vous inhalez la fumée, hein, et ça rentre dans les poumons. Or, les poumons ne sont pas faits pour avoir la fumée à l'intérieur. C'est de l'air pur. Or, vous mélangez l'air là avec la fumée. Or, vous ne savez pas comment la fumée là est composée de façon chimique. Vous prenez ça, vous mettez ça dans vos poumons. Or, le poumon est censé prendre l'oxygène, uniquement l'oxygène, pour distribuer à partir du corps dans tout l'organisme par certaines réactions à partir des poumons. Ça va rentrer dans le cœur et c'est le cœur qui est propulsé pour distribuer ce sang-là. Ce sang-là déjà est contaminé. Je veux dire, est un peu toxique, quoi. Donc, ça va distribuer ça à toutes les cellules de l'organisme. Dans la mesure où nous avons dit que ça rentre dans le sang, donc toutes les cellules de l'organisme peuvent être touchées par le tabac. Que dit donc l'islam sur cette pratique? Il suffit qu'un fumeur rentre dans ce bureau tout de suite pour qu'il me nuise, étant pourtant en bonne santé. Qu'en direz-vous des maladies asthmatiques et autres hypertendues? Qu'en diriez-vous des épouses qui subissent l'odeur de la cigarette fumée par leur mari, souvent au lit? Est-ce qu'il y a une forme de nuisance ou pas? Vous conviendrez avec moi, et même le fumeur ne va pas dénier ça. Donc c'est pour ça que vous voyez sur les pancartes de cigarettes, on dit attention, ça nuit à la santé. C'est le vendeur même qui vous met en garde. Donc c'est déjà pour dégager sa responsabilité judiciaire, bien entendu, quant à ce qui pourrait vous advenir. Aujourd'hui, allez-y à l'hôpital voir le cancer de poumon, essentiellement dû à quoi? Au tabagisme. Donc le religieux que nous sommes, ou tout simplement l'être humain que nous sommes, parce que en dehors même des valeurs religieuses, en dehors des prescriptions divines, l'intelligence et la logique même doivent vous interpeller pour savoir que vous avez mieux à acheter qu'à acheter la cigarette. Il est indéniable et d'une manière claire et sans embâche que la cigarette est religieusement, islamiquement interdite. Fumer ça ou enfumer les autres, les deux. C'est vrai, on peut dire oui, nous avons vu des grands marabouts qui fument, j'en ai personnellement vu. On peut dire, mais non, faisons très attention. Ce n'est pas forcément ce que l'autre fait qui est bien. C'est ce que Dieu dit, c'est ce que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam dit qui est bien.
Selon des études récentes réalisées dans certains milieux scolaires, il ressort que c'est pendant l'adolescence que les premières tentations commencent. Normalement, dans les milieux scolaires, il y a des règlements intérieurs. Et dans ces règlements intérieurs, on retrouve en tout cas des dispositions comme quoi il est formellement interdit de fumer dans l'enceinte des établissements. En fait, c'était en 2006, je me souviens, si j'ai une bonne mémoire, la loi a été adoptée. Donc sa mise en application aussi a été adoptée et a été signée, en tout cas par un décret présidentiel. Donc comme quoi il faut interdire même la vente du tabac à 500 mètres des établissements, c'est-à-dire à la devanture des établissements. Normalement, on ne doit même pas retrouver, je sais pas, un lieu où on vend le tabac. Mais malheureusement, c'est des choses, c'est-à-dire dans les textes, nous sommes en avance. Au Niger, ça a toujours été comme ça, mais c'est dans la pratique que vraiment la pratique reste à désirer. Une fois engagé dans cette aventure, il paraît difficile, voire impossible pour les amateurs de la cigarette de s'en passer, malgré les fortes dépenses dans lesquelles elle plonge des jeunes déjà confrontés au chômage et à la pauvreté. Des fois, je prends un paquet, 2 voire 3, tout dépend quand je suis dans un stress, quoi. Je ne peux pas vous dire ce qui me pousse à fumer, mais ce qui m'a d'abord poussé à commencer à fumer. C'était avec les amis depuis l'adolescence. On vient à l'école avec l'influence, vous voyez, quoi. Et mes camarades fument, moi aussi j'ai commencé à fumer. Mais vraiment, réellement, il n'y a aucun motif derrière ça. J'ai toujours nourri l'intention de cesser de fumer. Et je pense que selon vraiment les échanges qu'on a eu à faire avec les camarades, les amis qui fument, tout fumeur, la chose la plus qui les tient à cœur, c'est vraiment un jour d'arrêter de fumer. Parce que nous sommes conscients que vraiment la cigarette est très, très dangereuse, très mauvaise pour la santé. Le tabagisme étant un phénomène social, certains sociologues tentent de lui attribuer des causes. L'origine serait essentiellement, pour ne pas dire même exclusivement sociale. C'est d'abord l'effet d'imitation. Le fait de voir l'autre fumer. Parce qu'en vérité, on ne fume pas pour soi-même. On fume pour les autres. Non seulement pour s'identifier aux autres, les imiter, être comme eux, être à la mode. Mais souvent, il y a l'environnement, donc, d'une manière ou d'une autre, qui favorise, qui est même, en premier lieu, la cause fondamentale du tabagisme. Rappelez-vous, il fut un temps où, dans les années 80, 90, on évoquait cette question, que même si vous ne fumez pas, allumez la cigarette et la maintenir en main et aller vers une fille, par exemple. Donc, vous voyez, ça fait l'effet de classe, ça fait l'effet de monde. Et les jeunes d'aujourd'hui, ils fument pour qu'ils soient considérés, pour qu'ils aient une place. On fume, le garçon fume pour la fille, et la fille va fumer pour les garçons. Dans la plupart des cas, les parents ne sont informés que tardivement, puisque tout se fait à leur insu. Certains pensent qu'il y a lieu de toujours montrer le bel exemple à suivre. En tant que parent, moi, je dois faire de sorte qu'effectivement, je puisse avoir, en tout cas au moment où l'enfant rentre à la maison après les classes, que je puisse avoir les activités de mon enfant. Est-ce qu'il fréquente les bonnes personnes? Est-ce qu'il fréquente les bons milieux? Tout ça là, est-ce qu'il a un problème? Je dois discuter avec lui pour qu'effectivement il puisse me dire, au fond, ce que lui ressent, ce qu'il pense de la jeunesse, pour qu'il ne puisse pas avoir une idée que le fait de fumer, c'est ça la jeunesse. Malgré tout, des industries de tabac continuent à faire la promotion de leurs produits, porteurs de grands bénéfices au détriment du bien-être des populations. J'essaie de faire des gestes, n'est-ce pas, donc à des groupes démunis, à des groupes défavorisés. Donc au Niger, par exemple, nous avons enregistré en 2006 BAT, la représentation au Niger de BAT est partie, comment on appelle ça, inaugurée comme une mini AEP, une addiction d'eau potable à Amdalaï. En réalité, quelques mois après, quelques jours d'ailleurs après, quand nous sommes retournés à Amdalaï, c'était juste une campagne donc, de relations publiques. On a mobilisé les médias, on a mobilisé les décideurs et on est allé, n'est-ce pas, donc à Amdalaï pour dire qu'on leur a amené de l'eau potable. Mais en réalité, c'était des histoires. Quand on est parti, quelques jours après, tout a été démonté, il n'y avait rien.
Selon Dr Nuhu Abdoulaye, la meilleure méthode d'abandonner le tabac est de ne même pas oser commencer. Si vous avez déjà commencé, cherchez plutôt le concours social de vos amis, de préférence ceux qui ont déjà cessé de fumer, a ajouté le sociologue Jean Jouna. Selon des sources de l'OMS, ceux qui continuent à fumer pendant plus de 18 ans ont en moyenne une espérance de vie réduite à 15 ans par rapport aux non-fumeurs. Ce principe devient plus frappant pour ceux qui fument avant de prendre le petit déjeuner et ceux qui sont sous-alimentés, selon des enquêtes. Face à tous ces mots, SOS Tabagisme Niger préconise aux autorités de rehausser fortement les taxes sur le tabac pour subventionner d'autres secteurs et réprimer la vente de tout tabac non autorisé au Niger. Le 31 mai de chaque année est une opportunité pour les autorités et acteurs de lutte contre le tabac des différents États de la planète pour réfléchir sur les voies et moyens permettant de vaincre ce fléau pour le bien-être de tous. Quand je vois un adolescent poussé, emporté par la fougue de se voir très grand, quand il commence à fumer, je lui dis toujours d'arrêter. Avant que vraiment ça lui devienne corps. Parce que le problème, c'est de ne pas commencer à fumer. Voilà. Mais quand on fume là, arrêter, vraiment c'est difficile. Mais de ne même pas commencer. J'en connais qui préfèrent matin bonheur. J'en connais qui préfèrent